Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème des sociétés à mission retour d'expérience 2 ans après. Je suis très heureuse d'accueillir Laurence Grandcola, qui est fondatrice de MySésame, membre de la communauté depuis déjà de nombreuses années, et qui va animer ce webinaire avec nos 3 intervenants, Damien Wever, Jérôme Pavie. Nous avons un petit souci avec Christine Jandel, on va voir si elle peut se connecter un petit peu plus tard. Et je voulais également vous présenter Antonio Meza, qui est un facilitateur graphique et qui a le don et le talent de résumer des échanges, des débats en dessin. Donc, nous laisserons 5 minutes à la fin de ces webinaires à Antonio pour qu'il fasse ressortir les grandes idées de ce débat. Voilà, Laurent, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Désolée pour le retard de connexion. Je vais prendre 2 minutes pour vous présenter nos intervenants. Alors, je vais commencer par Damien, qui est avec nous aujourd'hui, qui a, après 15 ans de carrière en marketing et en management à l'international, est revenu en France en 2021 pour relancer avec sa sœur la maison de joaillerie familiale qui avait été créée en 1821 et qui a compté parmi les grands noms de la place Vendôme et qui était en sommeil depuis 40 ans et ne demandait qu'à être réveillé. Alors, il se trouve que la pierre angulaire de ce nouveau Wever, c'est une joaillerie qui est respectueuse de l'homme et de la nature. Et ce qui a amené, Damien va nous en parler, la maison à faire des choix audacieux. Et puis, pour encadrer cette démarche, ils ont choisi d'adopter la qualité de société à mission dès le départ, ce qui fait de Wever la première entreprise de luxe. C'est juste, Damien? Exactement, c'est exactement ça. Super. Merci, Laurence. Bienvenue Damien, merci. On a aussi Jérôme, je vous présenterai Christine quand elle arrive à se connecter. On a aussi Jérôme Pavie qui est avec nous ce matin. Donc Jérôme est en directeur en charge de l'entreprise à mission au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il a rejoint en 2022 la direction de la coordination stratégique avec pour mission notamment le suivi de projets transverses du groupe, le plan stratégique, l'entreprise à mission et le dividende sociétal. Je fais un petit teaser, il nous en parlera plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les origines, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale affiche sa différence à travers un mutualisme qui se veut moderne et innovant et qui repose aujourd'hui sur 1415 caisses locales et 14 fédérations. Voilà, Jérôme nous racontera comment les valeurs démocratiques et de solidarité et l'engagement social et environnemental du Crédit Mutuel en font une banque et un assureur citoyen. Et c'est la première banque à avoir adopté, si je ne me trompe pas, Jérôme, le statut de la qualité de société à mission. Ouais. Et la 3e banque de détail en France et 9e assureur avec 30 millions de clients. Voilà, donc Jérôme aussi aura un certain nombre de choses à nous raconter. Je vais un peu vite sur les présentations puisqu'on est timé et on veut garder du temps à la fois pour des questions. Vous aurez donc l'opportunité de poser des questions à nos intervenants en fin de conférence. On va essayer de finir les prises de parole vers, disons, 9h15 pour avoir 10 minutes de questions et laisser ensuite 5 minutes à Antonio pour nous présenter son travail. On commence avec une petite question parce que pour pouvoir, donc là on est sur le webinaire la société à mission 2 ans après, pour pouvoir regarder dans le rétroviseur, c'est intéressant de savoir pourquoi vous y êtes allé. J'ai commencé à le dire très rapidement pour la maison Wever, mais pourquoi vous avez décidé d'adopter cette qualité de société à mission? Quels étaient les objectifs visés et ce qu'ils ont été atteints? Peut-être Jérôme, vous pouvez commencer à nous dire. D'en est pour le Crédit Mutuel. Oui, alors bonjour à tous. Donc, le statut de société à mission était logique pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est, comme le rappelait un instant Laurence, est une banque mutualiste engagée dans les territoires et désireuse de contribuer à l'intérêt collectif. Alors, nous voulions redonner du souffle et rénover notre ADN mutualiste, nous engager dans une démarche sincère, en cohérence avec nos valeurs. C'était une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus société à mission. Mais nous voulions également aller au-delà pour inclure de nouveaux sujets et puis répondre aux défis sociétaux et climatiques contemporains. Donc, en adoptant le statut de société à mission, nous affichions très clairement notre volonté de transformation de notre modèle d'affaires vers un modèle qui est à la fois plus inclusif et plus durable. Alors, 2 ans après, quel est notre bilan? Le bilan est très positif, nos objectifs sont atteints. Tout d'abord, nous avons ancré la démarche dans le mutualisme de la preuve autour d'engagements concrets et mesurables. Donc, concrètement, nous avons un modèle de mission qui est décliné en 5 objectifs statutaires et 15 objectifs opérationnels. Ces objectifs étaient atteints pour leur quasi-totalité fin 2022.
Ensuite, le second objectif, c'était de faire bouger les lignes et de transformer la société. Et là, je prendrai 2 exemples. Je pense à la fin du questionnaire santé, du questionnaire médical sur l'assurance emprunteur, qui a eu un impact fort dans le secteur bancaire et qui a inspiré un changement législatif avec la loi Lemoine. Donc voilà un premier exemple. Je pense également à l'arrêt du financement de nouveaux projets dans le pétrole, qui était également un de nos objectifs opérationnels. Ainsi, en nous posant comme vecteur de changement, nous avons fait le choix de l'action collective et de l'inscrire sur le long terme. Super, merci Jérôme. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent, waouh, 15, ça fait vraiment beaucoup et tout a été atteint en 2 ans. Jérôme nous expliquera effectivement comment ce modèle de mission a été pensé. Ah, et on a Christine qui nous rejoint. Alors, je vais vous présenter Christine dans 1 minute. Peut-être Damien, de votre côté, Oui. c'est très différent. On n'est pas sur la même taille d'entreprise, Non. une entreprise qui se relance, qui se recrée. Pourquoi adopter la qualité de société à mission dès l'origine? Ouais, exactement. Donc nous, vous l'avez rappelé, hein, c'est une maison de joaillerie familiale qui a été créée il y a très longtemps, il y a un peu plus de 200 ans, 1821, qui a donc vécu de belles années jusqu'en 1982, donc quand même 160 ans, dont une grande partie rue de la Paix. Et en fait, c'est notre grand-père qui a fermé, qui a été le dernier gérant. Et il y a 2 ans, enfin il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 3-4 ans, on s'est attelé à la relance de la maison avec ma sœur. Et en fait, un des éléments essentiels, et vous l'avez dit aussi Laurence au début, c'était on ne se voyait pas en fait projeter la maison sur à nouveau 200 ans. En tout cas, on s'est dit si on la relance, on veut la relancer pour au moins 200 ans. On ne se voyait pas le faire sans intégrer évidemment dans notre business model et dans notre activité les enjeux sociétaux et environnementaux qu'on connaît tous et auxquels on est tous confrontés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de créateurs d'entreprises qui n'intègrent pas cette dimension. Donc voilà, dès le départ, on a fait des choix assez structurants. On utilise ce qu'on appelle des diamants de laboratoire, on utilise de l'or recyclé, on a une approche très raisonnée sur les matériaux qu'on utilise et l'impact qu'ils puissent avoir sur l'environnement. Et en fait, on avait besoin, dans cette démarche, dans le cadre de cette démarche, d'un cadre. En fait, on avait un cadre, on voulait 2 éléments. On voulait d'abord un cadre qui puisse nous donner une sorte de reconnaissance officielle, qui puisse vraiment légitimiser notre démarche aux yeux de nos différents partenaires, que ce soit nos clients, que ce soit nos distributeurs, que ce soit nos fournisseurs. Donc, on voulait vraiment un cadre officiel et on voulait que ce cadre, ce ne soit pas juste évidemment un simple label, on voulait que ce soit un vrai outil ou une boîte à outils qui allait nous permettre de nous accompagner, de nous aider à avancer sur notre cheminement et sur notre démarche. Parce qu'évidemment, on a une ambition, on a une envie, on la met en place, mais après, toute la difficulté, c'est justement de la mettre en place, de s'y tenir et de comprendre comment bien la mettre en place. Et c'est vrai que donc là, on est maintenant plus de 2 ans après l'adoption de notre statut d'entreprise à mission, notre qualité d'entreprise à mission. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu des impacts très positifs. Donc, je parlais de boîte à outils. Clairement, la qualité d'entreprise à mission vous donne des outils pour vous aider à définir votre plan et à le suivre et à bien l'exécuter. On a donc notre plan de mission qui est vraiment structurant. On a un comité de mission qui nous permet vraiment de réfléchir à la démarche, de challenger, de remettre en cause un certain nombre d'éléments. On a un audit externe par un organisme tiers indépendant, nous on l'a eu l'année dernière, qui est très utile aussi pour justement répondre à des questions qu'on peut avoir, pour nous assurer qu'on est sur le bon chemin et nous préparer aussi à l'étape suivante d'évolution en tant qu'entreprise à mission. Et on a la communauté des entreprises à mission, qui est une vraie caisse de résonance avec laquelle on peut échanger. Là, comme aujourd'hui, par exemple, voilà, il y a un webinaire qui permet à d'autres personnes de se familiariser avec des expériences, des retours d'expérience. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Donc, en ce sens, voilà, nous, on a vraiment apprécié l'adoption de cette qualité d'entreprise à mission et ça nous a vraiment apporté une certaine une crédibilité dans notre démarche, une capacité à faire évoluer notre plan. Au début, on a démarré avec 14 objectifs, on a fini avec 5 objectifs, de manière à avoir vraiment un plan plus affûté, plus réfléchi. Ça vous pousse vraiment à réfléchir à votre démarche, à aller au fond du fond avec votre comité de mission. Et ça permet, je trouve, d'avoir une démarche qui est finalement plus solide, plus robuste
est plus crédible que ce qui est imaginé au départ. Et c'est normal, c'est une itération, c'est un chemin naturel. Donc, en ce sens, vraiment, les deux objectifs, un cadre officiel et une boîte à outils, ça a été vraiment un objectif rempli pour nous. Super, merci. Et puis, on verra après plus tard les renoncements et tout ça que ça vous a aussi engagé à faire. Christine, ravie de vous accueillir. On a la chance du coup d'avoir Christine Jandel avec nous ce matin, donc, qui est présidente du groupe Colisée après avoir débuté sa carrière dans la gestion, la promotion et la gestion immobilière au sein de la Caisse de dépôt et de consignation. En 1999, Christine, vous avez rejoint le groupe Medica au poste de direction générale et puis vous avez piloté le développement de ce groupe jusqu'en 2014 et aujourd'hui, vous présidez Colisée, qui est donc le 4e acteur européen de l'accompagnement des personnes âgées. On va parler un peu plus en détail de Colisée, qui s'engage chaque jour pour le mieux vieillir via des structures qui sont des maisons médicalisées, des résidences-services, des cliniques de réhabilitation avec 20 000 collaborateurs aujourd'hui. Et votre raison d'être, c'est s'engager pour le mieux vieillir, c'est faire grandir notre société. Christine, directement dans le grand bain du webinaire. Vous avez donc adopté la qualité avec un peu de difficulté tout de même pour de connexion. Mais ce n'est pas grave, c'était tout à fait neutre pour les participants puisqu'on vient de démarrer. Donc, vous avez adopté cette qualité. Merci pour la petite correction, Damien, d'ailleurs, puisqu'on est très… voilà, c'est bien une qualité de société à mission et pas un statut. 2 ans après, d'abord, pourquoi vous l'avez fait? Et 2 ans après, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Où vous en êtes? Et qu'est-ce que ça a apporté effectivement à Colisée? Tout un programme. Merci de votre invitation ce matin. Ravie de vous rejoindre enfin. Alors, la démarche d'entreprise à mission chez Colisée est née du rapport initial, en fait, qui a donné ensuite la loi Pacte, et de cette curiosité que nous avions, nous, d'emmener une entreprise familiale bordelaise à l'origine, et française, quasiment purement française, sur un chemin de croissance raisonnée, mais tout de même rapide, va-t-on dire. Et il nous semblait, l'équipe de direction générale et moi-même, qu'il fallait nous donner, je crois que Damien parlait d'un cap, nous on parlait d'une boussole, mais enfin peu importe, on avait envie de se donner un cadre qui n'était ni un label, ni un statut, mais effectivement, j'ai envie de dire, un ensemble qui nous permettrait de guider notre action et de continuer à affecter de la manière la plus équitable possible, et ça ne l'est jamais totalement, j'en suis bien consciente, l'ensemble des ressources qui seraient consacrées au développement de l'entreprise pour ne pas se laisser emmener et pas perdre notre centre de gravité. Voilà, c'est comme ça qu'est venue cette idée au départ. Donc ensuite, on a brainstormé pendant donc 2020, année de Covid, ce qui nous a fait du bien. D'ailleurs, c'était une année un peu compliquée, donc ça nous a aussi permis de prendre de l'oxygène avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et puis, on a posé notre mission d'abord. La mission, c'est pour nous 3 objectifs statutaires avec 18 engagements. Et on est venu coiffer avec la raison d'être uniquement ensuite. Le comité de mission, réflexion, enfin voilà, tout ça, vous connaissez déjà pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce dispositif-là. Deuxième raison pour nous, c'était l'alignement de 20 000 collaborateurs, effectivement, vous l'avez dit, un petit peu plus d'ailleurs maintenant, qui travaillent sur 4 géographies différentes, dans 4 langues et dans 4 cultures différentes. Et il nous semblait que la mission nous donnerait le moyen de transcender ces différences culturelles et de permettre d'aligner tout le monde sur un projet d'entreprise dans la durée. Troisième élément, alors ça, c'est l'inconnu au départ quand on s'est lancé, mais vous le savez, on est dans un secteur, le secteur du grand âge, qui est un secteur à forte controverse. Et alors, ce que n'était pas du tout pour nous l'entreprise à mission au départ, c'était un moyen de communication, ni même un axe de communication. Il se trouve que dépassé par les événements du secteur et les annonces de certains, on est quand même un peu sorti du bois en se disant que voilà, il fallait qu'on puisse expliquer notre démarche, mais j'insiste souvent en disant ce n'est pas, ça n'a jamais été et ce ne sera jamais pour nous un outil de communication en tant que tel. C'est une boussole pour les dirigeants et un outil d'alignement de l'ensemble de nos équipes en Europe. Merci Christine. On voit que 2 ans après, il s'est passé des choses. Et notamment, quand on préparait ce webinaire, vous me racontiez les uns et les autres, et on peut peut-être continuer, Christine, avec vous, que finalement, ce cap, cette boussole, ça vous a aussi poussé à faire certains investissements, voire certains renoncements, pour être cohérent par rapport à votre mission. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, Christine, pour commencer à nous donner sur ces investissements ou renoncements que la mission vous a poussé à faire? Investissement, d'abord, il y a
enfin, sur une entreprise un peu significative, mais je pense que chacun à son niveau, il y a un investissement de réflexion, de consultation externe, interne, pour prendre le temps de maturer quelle est sa mission et de quoi fait avec la raison d'être, qui est assez significatif. Hein. Il faut pas, enfin, après, chacun prend le projet comme il veut le prendre, mais c'est vrai que nous, on a trouvé que voilà, c'était peut-être plus lourd que ce qu'on avait imaginé au départ. Ensuite, notre comité de mission dispose de moyens externes, là aussi à l'entreprise, on y tient, des cabinets de conseil spécialisés ou la capacité à faire des enquêtes sur certains sujets chez nous, parce qu'il nous semble important que le comité de mission puisse avoir ses moyens propres pour travailler de la manière la plus objective possible. Renoncement, j'ai envie de dire oui, et d'ailleurs ça nous facilite la vie, ce qui n'est plus aligné à notre mission pour des raisons, j'allais dire, ça peut être des raisons économiques, par exemple, une activité dans laquelle on pense que dans certains pays, elle n'est pas suffisamment financée ou pas suffisamment finançable et qu'elle ne nous permettra pas d'être exercée dans des bonnes conditions, on n'y va pas. Ou une activité qui est connexe à l'engagement qu'on a pris pour le mieux vieillir, mais seulement connexe, et qui ne nous semble pas rentrer complètement dans cet engagement qu'on a pris là, on n'y va pas non plus. Voilà, donc on gagne énormément de temps à faire de la sélection sur le développement. Il y a aussi certains pays dans lesquels on s'interdit de travailler. Il y a des fournisseurs avec lesquels on s'interdit de travailler, et pas des plus petits, parce que vous vous rendez compte que parfois, certaines grandes chaînes que vous connaissez tous ont du mal à accepter vos engagements, par exemple en matière d'achat responsable. Voilà, donc progressivement, on s'interdit certaines choses. C'est pas violent non plus, hein, mais ça permet de gagner beaucoup de temps dans ces décisions stratégiques finalement. Ouais, et il y a des choses qu'on ne s'est pas interdites et qu'on nous a parfois reprochées. Alors, sur notre secteur, vous imaginez, ça pleut quand même un peu tous les matins. Et où on est assez content de pouvoir en discuter avec notre comité de mission en se disant, mais finalement, est-ce que là, on a loupé une marche éthique ou alors est-ce que c'est les controverses sectorielles actuellement qui font qu'on en perd notre discernement. Voilà, donc on s'interroge maintenant tout de même sur comment est-ce qu'on va faire entre comité de mission et comité éthique. Bon, ce n'est pas quelque chose dont on avait parlé dans la préparation, mais je vous avoue que c'est un peu la question du moment. C'est où est-ce qu'on place le curseur entre le comité de mission, jusqu'où il va, qu'est-ce qu'on lui demande, et où est-ce que ça bascule dans un comité éthique. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'était effectivement un point qui est de dire comment on fait vivre, on y reviendra, ce comité de mission. Il a un premier rôle pendant 12-18 mois. Et puis après, au bout de 2 ans, il va venir peut-être en interaction ou en percuter d'autres instances existantes. Et donc, il faut aussi repenser son rôle et sa mission. Jérôme, c'est intéressant aussi de voir comment la mission percole avec le plan stratégique. Et puis, moi, j'ai dit en intro le dividende sociétal. Et puis là, il faut nous en parler maintenant. Voilà. Alors, effectivement, être société à mission, ça nous permet de questionner les actions et la stratégie de l'entreprise et puis de revoir notre modèle d'affaires. Alors, nous préparons actuellement notre plan stratégique 2024-2027. Donc, ce plan est revu à la lumière de la société à mission. Ce sera le premier plan en tant que société à mission, avec une mise en cohérence, un alignement des axes stratégiques avec nos 5 objectifs sociaux et environnementaux. Donc, ce plan intègre des notions notamment autour de l'environnement, avec des enjeux de décarbonation, d'accompagnement de l'éco-rénovation des logements, de mobilité, de mise en place de crédits, de transition énergétique. Et toutes ces actions du plan stratégique sont totalement en phase avec une de nos 5 missions. Par ailleurs, nous avons lancé début 2023 le dividende sociétal, qui est une illustration de ce que nous entendons faire pour accélérer la transformation sociétale et environnementale. Et là, c'est un engagement très fort qui nourrit la mission, puisque nous consacrons avec ce dividende sociétal de manière pérenne 15% de notre résultat net, soit 525 000 millions d'euros sur les résultats 2022, pour nourrir à la fois le dividende sociétal qui se décompose en trois piliers, un fonds
à impact pour accompagner des projets de transition environnementale, de recherche sur des nouvelles énergies, etc., etc. C'est également, second pilier, la mise en place d'offres solidaires et inclusives pour accompagner nos clients. Et le troisième pilier de ce dividende sociétal, c'est soutenir des actions d'intérêt général grâce au mécénat et à notre fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ce titre, nous avons déjà accompagné en début d'année les Restaurants du Cœur. Hier, nous avons fait une communication sur un accompagnement de la Croix-Rouge. Le fonds, puisque le dividende a été lancé début 2023, va annoncer ses premiers investissements à la rentrée de septembre. Donc, autant de projets très concrets qui nourrissent la mission. Et d'ailleurs, le comité de mission aura un avis à donner sur la contribution du dividende sociétal à la mission. Et cette démarche que l'on veut, qui est pionnière et innovante, que l'on souhaite aussi encourager dans d'autres entreprises, permet de fédérer le collectif et puis surtout de renforcer la fierté de nos collaborateurs et d'en faire des ambassadeurs auprès à la fois de nos clients et de la société. Donc voilà deux exemples très concrets, à la fois le plan stratégique et le dividende sociétal qui permettent de voir les effets positifs de la société à mission. Et par rapport à votre point d'intro qui était de redonner du souffle à votre ADN mutualiste, là, dans le dividende sociétal, on y est parfaitement. Voilà, et là, on accélère encore le mouvement avec ce dividende sociétal. Tout à fait. Et Damien, peut-être de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue stratégique? Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais je me souviens qu'il y avait un exemple de mémoire sur le titane qui était assez concret dans ce que la société à mission vous a poussé ou ne vous a pas poussé à faire. Exactement, puisque choisir, c'est renoncer. Et quand on choisit un cadre, eh bien, ça veut dire qu'on se définit certaines limites. Et donc, du coup, il va falloir opérer au sein de ce cadre. Donc, typiquement, par exemple, nous, on n'utilise que des matières les plus éco-responsables possibles pour tous nos bijoux. Alors, on utilise les plus belles matières qui soient, mais lorsqu'on utilise de la nacre, par exemple, c'est la nacre, on va appeler ça la nacre upcyclée. Donc, c'est un stock dormant chez un tourneur à Paris qui était initialement utilisé ou qui avait pour vocation d'être utilisé pour créer des objets de décoration. Et au final, nous, on va les réutiliser pour faire nos bijoux. Donc voilà, on essaie d'avoir cette imagination aussi pour aller chercher des matériaux qui sont soit recyclés, soit qu'on détourne de leur usage initial pour pouvoir l'utiliser dans notre joaillerie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne va pas aller extraire ou aller produire des matériaux qui n'étaient pas existants uniquement pour notre joaillerie. Et donc, par exemple, c'est vrai qu'on voulait lancer une ligne en titane, puisque c'est un matériau qui est très intéressant à travailler en joaillerie, que d'autres maisons travaillent. Et on a cherché pendant longtemps du titane recyclé. Alors, c'était très compliqué, puisqu'il n'y a que l'aéronautique qui utilise du titane recyclé, et que nous, avec notre petite demande de 1 kg de titane recyclé à l'année, il n'y avait pas grand monde qui décrochait le téléphone. Donc, du coup, pour l'instant, on l'a mis de côté. Et alors, on essaie de trouver d'autres matériaux. On a regardé, par exemple, l'ivoire végétal. Donc, ça pousse aussi la créativité, ça pousse à se remettre en question, ça pousse l'innovation. Mais ce sont des renoncements. C'est un cadre qui vous oblige et du coup, vous devez aussi renoncer à certaines choses et que d'autres font dans votre secteur. Mais c'est aussi tout le principe d'être société à mission, c'est que vous faites les choses un peu différemment. Et c'est-à-dire que nous aussi, du coup, ce qu'on essaye de faire, et je pense que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose encore qu'on a vraiment énormément mis en place, mais l'idée, ça va être justement d'essayer de davantage communiquer. Alors là, c'est un peu à l'inverse de ce que disait Christine, qui disait « moi, je ne veux pas communiquer sur la qualité d'entreprise à mission ». Nous, on voit quand même, ça nous implique énormément par rapport à ce que font d'autres concurrents, et on fait des vrais choix. On fait des choix que l'on estime être bons pour notre industrie, être bons pour nos clients. Et donc, on va être amené à davantage communiquer là-dessus, à voir quelles sont les modalités. On le fait déjà un petit peu sur nos réseaux sociaux, etc. Mais l'idée, ça va être de davantage, on va dire, exploiter nos contraintes pour les tourner justement en force plutôt qu'en faiblesse, comme on pourrait le voir d'un point de vue business classique. Très clair. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit au bout de 2 ans que vous avez vraiment vécu et éprouvé l'exigence du modèle et qu'à la fois, ça vous fait gagner du temps et de la rapidité dans vos décisions et vos arbitrages stratégiques, en même temps que parfois, voilà, ça peut se traduire par des renoncements. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est des renoncements qui poussent à l'innovation et c'est ça aussi. Alors, je vois qu'il y a des premières
questions dans le chat, on y répondra. Je vais essayer de les intégrer au fil de l'eau de la discussion, mais sinon, on y répondra aussi à la fin. Il y a un sujet quand même au bout de 2 ans, et je commençais à l'évoquer, qui est de l'embarquement des parties prenantes. On a un peu parlé avec Jérôme et Christine des collaborateurs. Il y a le comité de mission qui a une place un peu de pierre angulaire dans cette qualité de société à mission. C'est intéressant du coup de vous entendre, peut-être les uns et les autres, en commençant par Jérôme, sur comment vous avez engagé vos parties prenantes, le rôle de ce comité de mission aussi, voilà, et pour comprendre comment il a évolué au bout de 2 ans. Ah oui, tout à fait. Le comité de mission est vraiment au cœur de la démarche et au-delà de son rôle légal de suivi et d'évaluation de la mission, le comité de mission doit nous challenger, être force de proposition et souvent je dis qu'il joue un rôle de think tank, de laboratoire d'innovation sociale pour nous aider à aller plus loin et lors des réunions du comité de mission, il nous challenge sur différentes thématiques. Si je prends la thématique RH, il nous pose des questions sur l'inclusion, le handicap, la parité. Il veut nous interroge sur la façon dont on traite ces sujets. Aujourd'hui, il réfléchit sur la technologie, l'éthique, l'impact de l'IA. Vous voyez, donc au-delà de son rôle de vérificateur, le comité de mission a vraiment un rôle de proposition et de challenger. Et aujourd'hui, notre comité de mission a trouvé son rythme, une vraie intelligence collective. Et je pense que le fait d'avoir au sein du comité de mission des personnalités d'horizons multiples, on a à la fois des experts, des élus, des collaborateurs, et pour nous, une véritable chance. Ensuite, je citerai l'implication des collaborateurs en charge du pilotage des objectifs opérationnels. Aujourd'hui, nous avons autour de nous une vingtaine de référents métiers qui sont mobilisés dans le suivi et dans le contrôle des indicateurs, puisque la société à mission, ce n'est pas de la communication, ce sont au contraire des objectifs opérationnels qui sont suivis et mesurables. Et donc là, on a toute une équipe interne qui suit ces sujets. Et puis, je terminerai par l'engagement collectif de tous nos collaborateurs et élus pour promouvoir le modèle auprès à la fois de nos clients et puis de la société tout entière. Donc, il y a un réel enjeu d'embarquement de l'ensemble des forces vives de l'entreprise et de toutes les parties prenantes. Merci beaucoup, Jérôme. Christine, c'était intéressant aussi alors, vous avez commencé à en parler, l'articulation avec le comité éthique, et puis je crois que votre comité de mission, il a évolué, il a fallu le faire monter à bord. Alors, racontez-nous un peu. Il a fait le constituer déjà. Oui. Et donc, nous, on n'a pas souhaité le constituer en s'enfermant sur nous-mêmes. Donc, on a décidé de faire des collèges de patrons d'entreprise, collèges journalistes, collèges salariés. Ça, c'est une obligation, mais sachant qu'on l'a un peu étendu chez Colisée. Et puis ensuite, dans chacun des collèges, nous nous sommes efforcés de trouver les personnalités qui avaient envie de nous rejoindre. C'est ce qui nous a forcés à sortir de notre monde du médico-social, que si certains connaissent entre vous autour de la table, vous savez comment les mondes économiques ou professionnels dans lesquels on est peuvent être parfois un petit peu auto-centrés sur eux-mêmes. Alors effectivement, l'embarquement du comité de mission, je ne sais pas ce que ça a été pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont vécu cette expérience, mais nous, c'était leur première expérience, bien sûr, de membres de comité de mission. Parfois, certains avaient été membres indépendants de conseil d'administration, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Parfois, certains avaient eu des expériences associatives, mais la première question, ça a été c'est quoi finalement le rôle d'un membre de comité de mission? Donc, on a passé pas mal de temps en fait à écrire un règlement intérieur, pas tellement pour écrire un règlement intérieur, mais au moins pour poser d'où à où ça allait et comment on pouvait se prendre les décisions et quels moyens on pouvait donner au comité. La formation des membres du comité de mission, Colisée l'a fait elle-même, puisque pour l'instant, ça n'existe pas, mais je sais que ça va progresser. À la rentrée, je repasse mon message. Je pense que c'est extraordinairement important qu'on crée une communauté à l'intérieur de la communauté des membres de comité de mission. Voilà, je dois dire que la première année a été plutôt calée sur est-ce que vraiment notre mission est bien posée, est-ce qu'on s'est bien compris, et ces fameux indicateurs dont parlait Jérôme à l'instant, est-ce que les indicateurs qui sont suivis par l'entreprise sont ceux qui permettent vraiment de mesurer l'impact des actions prises? C'est-à-dire
On passe de plus en plus de mesures d'indicateurs à plat, j'ai envie de dire, à la résultante des actions qui sont mises en place pour mesurer l'impact positif ou négatif d'ailleurs sur l'environnement, nos clients ou nos équipes en premier lieu. Voilà, donc une première année de mise en œuvre et une deuxième année beaucoup plus challenging, parce que maintenant ils sont formés, ou comme Jérôme, le comité de mission nous dit, par exemple sur la nutrition, qui est un vrai sujet pour les personnes âgées, je ne vous apprends rien, qu'est-ce qui me prouve et qu'est-ce qui nous prouve à nous en tant que comité de mission que vous mettez bien en œuvre tous les moyens pour une nutrition de qualité auprès de vos 50 000 clients qui passent par an chez vous dans vos maisons. Voilà, charge à vous d'y répondre. Et alors, c'est toujours bienveillant, bien sûr. Je pense que c'est ça l'avantage et c'est toujours dans la discussion. Mais on voit bien que tous les mois qui passent, le comité s'empare de sujets qui viennent dans l'actualité ou que nous-mêmes nous leur soumettons avec l'espoir que, et du temps long, ça c'est le deuxième avantage du comité de mission, bienveillance et tout de même du temps long. On n'est pas dans. Ils sont là pour 3 ans, votre comité, c'est ça, Christine? Oui, c'est 3 ans, c'est 3 ans. Et dans du temps long, une dynamique de progrès qui le contrôle. N'oublions pas l'OTI à la fin de l'année, puisqu'on est sur les durées. Colisée a choisi de se faire auditer par son organisme tiers indépendant tous les ans et publier un comité de mission tous les ans. Ce n'est pas une obligation. J'insiste, je vois des questions sur les plus petites entreprises. Il y a des systèmes qui sont plus souples. C'est troisième élément, la bienveillance, le temps long et l'adaptabilité de la qualité et pas du statut d'entreprise à mission. Tout à fait. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec une question qui était pour Damien. Quand on est une plus petite entreprise, comment vous avez constitué votre comité de mission et comment vous le faites vivre? Et peut-être à quelle fréquence? Parce que Christine, vous ne l'avez pas dit en 2 mots, ce comité qui est assez ouvert, vous le réunissez tous les combien? Entre 4 et 6 fois par an pour nous, avec parfois entre 2 comités, des groupes de travail de plusieurs membres du comité de mission qui décident de s'auto-saisir d'un sujet qui leur correspond davantage. Oui, donc et même chose chez nous. D'accord, voilà. Alors, c'est vrai que c'est du coup, là, on a 2 entreprises qui ont, pour avoir un peu une vue plus générale, une vraie densité de mobilisation du comité de mission. Ce n'est pas toujours le cas. Laure disait dans le chat, c'est plutôt 4. Moi, je connais beaucoup d'entreprises plus petites où c'est même 3 réunions. Damien, comment ça se passe chez vous? Oui, c'est ça. Nous, ça va plutôt être entre 3 et 4. Je pense que ce qui est important, c'est que si je ne me trompe pas, le comité de mission, normalement, est obligatoire à partir de 50 salariés et de 0 à 50 salariés, on ne demande qu'un chargé de mission. Oui, nous, on a commencé, on était 0 salariés donc, et on avait un comité de mission. Donc, moi, ma recommandation, c'est dotez-vous d'un comité de mission, quelle que soit la taille de votre entreprise. Parce que c'est de là que va ressortir beaucoup de richesses, beaucoup de valeurs, des débats, des contradictions. Je pense que si j'étais juste chargé de mission, je pense que la mission ne serait pas là où elle en est et n'aurait pas le même impact et on n'aurait pas passé notre audit aussi bien, aussi haut la main qu'on l'a fait l'année dernière. Donc, c'est un vrai plus pour l'entreprise. C'est un organe en fait à part entière, une caisse de résonance qui va nous permettre les 18 premiers mois, en effet, de bien cranter la mission, bien la définir, l'affiner. Nous, on a vraiment itéré. On est arrivé, on avait 14 objectifs, comme je disais, on a fini, on en avait 5, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut suivre, quel est l'impact qu'on va suivre, quels sont les indicateurs qui sont plus là pour décorer que vraiment des indicateurs qui sont pertinents. Donc, il y a une vraie réflexion et là, c'est important d'avoir justement, en effet, un groupe de plusieurs personnes. Nous, on a fait le choix aussi d'avoir des représentants des grandes parties prenantes de l'entreprise. Donc, on a un fournisseur, on a un actionnaire, on a évidemment un salarié, ça c'est prévu par le statut. On a une experte de la communauté des entreprises à mission, Anne Mollet, qui nous a rejoint dès le départ. Donc ça permet vraiment d'avoir un ensemble avec différents points de vue et qui permettent vraiment de challenger les choses. Donc nous, on a une réunion, c'est ça, entre 3 et 4 fois par an. Je pense que le comité nous a vraiment aidé à formaliser, à challenger, à affiner le plan. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de l'itération, de prendre le temps de discuter et de bien poser les bases, puisque voilà, ça reste quand même notre feuille de route. Et ensuite, au fur et à mesure, alors c'est vrai que les 18 premiers mois, c'est beaucoup pour définir la mission, le plan de mission, s'assurer que tout est bien.
Et après, l'avantage, c'est qu'on a cet organe qui est là et qui, lui, va être aussi un organe auquel on va pouvoir présenter de nouveaux éléments, des nouveaux éléments de contexte, des éléments de réalité. On a imaginé qu'on allait évoluer comme ça, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Voilà comment évolue le marché, voilà comment évolue la demande, voilà comment est-ce que nous, en tant que dirigeants, on veut faire évoluer l'entreprise. Et là, on a une caisse de résonance avec des personnes impliquées, des parties prenantes qui peuvent justement nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc en ce sens, moi, j'encourage vraiment dès le départ à se constituer un comité de mission. Et voilà, et je pense que 3-4, je vois en effet pour Christine et Jérôme qu'il y a une vraie implication. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure, j'aimerais pouvoir impliquer encore davantage. Moi, sur les travails annexes, en fait, je travaille avec des petites équipes de salariés sur lesquels on travaille sur les travaux et ensuite on les échange au comité. C'est un peu une autre manière de faire aussi. Merci. Alors, pour tenir le timing et laisser aussi la place aux questions au-delà de celles qui sont dans le chat, et peut-être que les questions qui sont plus sur les différences entre les labels, les qualités de société à mission, c'est des questions plus normatives, entre guillemets, qui peuvent être traitées dans le chat. Moi, j'aimerais vous entendre tous les trois sur qu'est-ce qui a été difficile potentiellement à tenir ces 2 dernières années. Quelles sont vos recommandations sur les erreurs, les choses absolument à faire et les choses à ne peut-être pas faire ou vous auriez fait différemment maintenant que vous pouvez regarder dans le rétroviseur de 2 ans après. Christine, pour commencer. Ouais, répondre rapidement à une question du chat. Comment on a choisi nos salariés? Nous, ça n'a pas été très compliqué parce qu'en fait, on a un FCPE qui regroupe pas loin de 2000 salariés actionnaires chez nous. Donc, il nous a paru assez évident de nommer comme représentant au comité de mission le président de ce conseil de surveillance. Puis ensuite, on s'est dit, qui est un salarié. Et puis ensuite, deuxième question, deuxième dilemme, est-ce qu'on fait le comité de mission en anglais ou en français? Parce qu'on travaille dans plusieurs langues, malheureusement. Tout le monde se met à parler un espèce de globish anglais pour échanger. On a décidé, parce qu'on est fiers de cette particularité française de l'entreprise à mission, de garder le comité de mission en français. Donc, on a demandé à nos Belges francophones de bien vouloir nous désigner un deuxième salarié. Voilà, ça permet de répondre à la question. Et je pense qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il fera basculer le comité de mission en anglais. J'en serais bien triste, mais je pense qu'on sera obligé d'y venir d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais sachons défendre nos couleurs bleu, blanc, rouge. Mais d'ailleurs, ça fait le lien avec un de vos défis qui est ce modèle dans un contexte international. Ouais. Et on a aussi besoin de la communauté pour nous aider à basculer plus sur l'international, ne serait-ce que, je le dis souvent, un glossaire en anglais pour qu'on appelle tous un chat, et une entreprise à mission, qu'on décide ce que c'est que le bon terme et qu'on y aille. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'était pas votre question. Les défis ces 2 dernières années et les conseils peut-être. Ouais, alors les conseils. Nous, il y a une petite erreur, franchement, que j'ai faite. J'ai un peu le syndrome du bon élève parfois. Et je pensais qu'au départ, il fallait caler le chemin de la mission avec les milestones et les indicateurs de manière très précise. Jusqu'à ce que notre OTI, qui est peut-être là d'ailleurs, Gérard Schoun, me dise, mais respire un grand coup, vous êtes quand même sur du temps long. Donc, bien sûr, il est important de mesurer les KPI pour être sûr que vous êtes sur le chemin de la décarbonation, sur le chemin de l'engagement de vos salariés, sur le chemin de la satisfaction des clients. Alors, nous, on ne communique pas sur l'entreprise à mission, mais on communique beaucoup sur nos sites, par exemple, sur l'ensemble de nos avis clients, l'ensemble de nos avis salariés, ce qui n'est pas courant, c'est peu courant dans les entreprises et encore moins courant dans nos métiers. Voilà. Et on avait voulu se mettre des objectifs à assez court terme, avec des choses très précises, alors même que la première mesure de base portait à peine du four. C'est une erreur. C'est une erreur parce que justement, l'entreprise à mission, ça permet de s'installer en maturant les sujets sur du temps un peu long. Ne nous précipitons pas nous-mêmes dans des corners de timing qui nous obligeraient à revenir dans les travers de l'entreprise où tous les trimestres, il faut être en rendez-vous du résultat. Voilà, donc je conseillerais de prendre la première ou les 2 premières années pour bien définir ces indicateurs, s'assurer qu'ils sont homogènes. Alors nous, on a des différences entre pays, mais il y a d'autres différences dans toutes les entreprises. Être sûr qu'ils mesurent bien le bon impact, être sûr qu'ils sont bien compris par les équipes. Parce qu'un indicateur que vous produisez pour le monde extérieur, mais qui n'est pas compris par vos propres équipes, autant dire qu'il ne vous amène pas sur la dynamique de progrès. Et ensuite, vous pouvez caler vos objectifs et les communiquer dans vos différents rapports et les faire suivre par votre OTI. Ça n'empêche pas l'exigence, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire on a été trop exigeant au départ, on a juste parfois été un peu trop vite.
Jérôme, je crois que ça va dans le même sens, hein. Alors, ça va tout à fait dans le même sens, parce que je dirais, pour rebondir sur ce qu'a dit Christine, qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir en amont et de définir son modèle de mission. Et puis, pour les objectifs opérationnels qui illustrent la mission, il faut trouver le bon curseur entre des ambitions trop générales et des actions concrètes qui, par exemple, relèveraient de la politique commerciale. Et c'est vrai que chez nous, il faut apprendre aussi à gérer le temps, puisque nos dirigeants ont placé le curseur très haut et très vite. C'est-à-dire que nous, nos 14 puis 15 premiers engagements étaient à horizon 2022, ce qui se justifiait parce que nous voulions mettre sous tension l'entreprise rapidement, embarquer très vite nos collaborateurs, du coup avec des actions phares qui devaient être menées quasiment sur l'année. Et donc, il a fallu à la fois gérer le temps court avec maintenant la trajectoire qui est le temps long, c'est-à-dire sur le sens, le cap, la cohérence de ce qu'on fait à moyen et long terme. Donc effectivement, bien prendre le temps de réfléchir en amont et définir son modèle de mission. Autre chose pour le comité de mission, je dirais que le choix des membres est primordial, effectivement, dans leur pluralité, dans leur expertise, donc bien concilier pour, entre guillemets, que la mayonnaise prenne bien, un mélange de salariés, d'experts, de personnalités indépendantes pour justement challenger la mission. Et autre challenge, c'est l'animation du comité de mission dans le temps, puisque effectivement, la première année, tout le monde apprend à se connaître, à découvrir l'entreprise, à découvrir ses engagements. Et après, comment animer le comité de mission la deuxième, troisième année, c'est aussi un enjeu très fort. Et puis, peut-être un mot sur l'OTI. Je pense qu'il est important de bien préparer la mission de contrôle, la première mission en amont, avec par exemple un audit à blanc. C'est ce qu'on en a fait. Nous, on a fait une mission de sécurisation. Et puis, continuer à travailler avec l'OTI, à la fois ce que nous faisons dans un climat de confiance et de transparence avec lui. Et on n'hésite pas à le solliciter, à échanger régulièrement avec lui sur nos interrogations, nos évolutions, puisque nous avons déjà réalisé un premier audit en 2022. Nous réaliserons le prochain audit en 2024 et entre deux, on organise certaines réunions avec l'OTI et également avec nos référents métiers. Je dirais en un mot, ce qu'il faut, c'est effectivement du travail, de la conviction et puis de l'enthousiasme. Super, merci beaucoup. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Peut-être une question pour vous, Damien. Quand vous établissez les objectifs statutaires opérationnels, enfin les engagements sur un temps long, comment ça s'articule avec peut-être un plan stratégique qui peut être sur une période un peu plus courte, ou est-ce que les timings coïncident? Et Jérôme, ce sera aussi intéressant de vous entendre quand vous êtes en train de refondre votre plan strat. Nous, de toutes les manières, les objectifs, puisque on a des objectifs statutaires, donc qui sont par définition extrêmement structurants, puisqu'ils définissent la feuille de route de l'entreprise, donc c'est par définition du long terme. Et derrière le plan de mission, on a défini une première vision à 5 ans. Donc ça, c'est la perspective de notre plan de mission. On a défini une feuille de route à 5 ans avec des objectifs qui évoluent en fonction de ces 5 années. Est-ce que vous pouvez donner, Damien, au passage, peut-être parce que ça répond à une autre question, un ou deux indicateurs opérationnels que vous suivez, parce que je pense que ça permettra d'illustrer de façon très concrète un bout de modèle de mission. Oui, bien sûr. Donc, ça peut être la part de la composition de bijoux en produits, en matériaux éco-responsables. Donc, avec un certain pourcentage, on commence à 80%, on a un objectif à atteindre plus de 90%. Ça peut être la part de notre… alors, vous avez des objectifs qui, eux, ne vont pas changer, mais qui vont être une contrainte. Donc, la production en France, en année 1, elle est à 100%. En année 5, elle doit être à 100%. Donc, ça, c'est aussi un indicateur qui, lui, n'évolue pas, mais il n'évolue pas. Mais pour qu'il n'évolue pas, vous avez beaucoup de décisions à prendre et beaucoup d'enjeux derrière qui en découlent. Donc, voilà, par exemple, 2 indicateurs, on en a beaucoup d'autres, qui permettent de définir aussi la vision que vous avez sur 5 années sur votre activité. Donc clairement, pour moi, dans le plan de mission, il n'y a pas d'objectif court terme. Vous avez des résultats à court terme que vous allez mesurer, mais tout s'inscrit sur le temps long. Et donc, c'est clairement en lien avec le plan stratégique de l'entreprise. Ok, super, merci beaucoup. Laure, je ne sais pas si les participants peuvent poser des questions directement ou si c'est que dans le chat. Non, c'est que via le chat. D'accord. Peut-être une question pour Jérôme, parce que vous avez commencé à y répondre, mais d'ailleurs, Christine, n'hésitez pas à répondre aussi. C'est pas mal sur des détails d'entreprise un peu grosses. Les expériences de best practice pour embarquer les collaborateurs de l'entreprise dans la démarche, vous avez parlé du pilotage avec déjà 20 collaborateurs. Est-ce que vous avez des recommandations, des bonnes pratiques à partager?
Déjà, je dirais, c'est quand même la transparence, la communication, puisqu'on a plus de 70 000 collaborateurs dans le groupe. Donc, la communication régulière sur nos engagements. Nous, on insiste vraiment sur ce qu'on appelle le mutualisme de la preuve. Donc, c'est-à-dire que dès que nous avons, alors on appelle ça chez nous des engagements, mais c'est des objectifs opérationnels nouveaux, nous les diffusons auprès de nos collaborateurs. Après, nous intervenons à la demande localement. On intervient aussi auprès d'entreprises qui souhaiteraient devenir société à mission. On essaye de diffuser notre expérience, d'essaimer la démarche. Donc ça me paraît vraiment important en termes de communication pour embarquer tout le monde. Donc voilà un premier élément de réponse. Donc. Christine, des choses complémentaires sur l'engagement des collaborateurs autour de ce chemin? Oui, bah écoutez, nous finalement, et c'était pas forcément notre réflexion à l'origine, mais le fait d'avoir posé 3 piliers de la mission qui peuvent paraître simples, mais tellement essentiels, que sont comment prendre soin de ses collaborateurs, comment prendre soin de ses clients dans le cadre d'une symétrie des attentions bien comprise et comment s'assurer que nos petits-enfants pourront continuer à vivre heureux sur la planète. C'était peut-être pas transformant. On n'a pas choisi d'appliquer une raison d'être et une mission extraordinairement transformante à l'américaine, mais on se réjouit tous les jours de pouvoir avoir l'ensemble de nos patrons. Et là, d'ailleurs, je pars en séminaire avec tous les directeurs d'établissement à Poitiers pour un séminaire éco-responsable et j'y TGV. Mais c'est finalement très facile pour l'ensemble de nos managers de décliner ces 3 piliers. Alors, ça prend du temps. Parfois, nos collaborateurs sont sur le chemin de la mission sans le savoir, mais peu nous importe. L'essentiel, c'est que dans chacun de ces piliers, chacun y trouve son compte. Et encore une fois, à défaut de communiquer sur l'entreprise à mission, nous, on communique sur les résultats. Et c'est un autre élément, on parlait des KPI tout à l'heure et des indicateurs à bien choisir. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut choisir des indicateurs qui soient compréhensibles. Pour nous, ça peut être la part d'alimentation responsable, par exemple, la part de l'approvisionnement local, ça peut être la diminution de la consommation d'eau, ça peut être le NPS pour nos salariés, le NPS pour nos clients. Voilà, des choses qui sont extraordinairement tangibles et qui permettent à chacun des collaborateurs de se rendre compte que l'entreprise progresse et que chacun a sa pierre à ajouter à son niveau. C'est notre choix basique peut-être, mais qui nous permet de continuer à avancer sur le chemin de la mission. Super. Alors, vous m'aviez partagé, je vais les partager, comme ça on va rester dans le timing et on va laisser la place à Antonio. Quelques défis qui étaient devant vous. Damien, c'était comment on change d'échelle avec cette boussole stratégique qui est évidemment un cadre, mais qui oblige aussi et qui… Voilà, donc ça, c'est un des défis de Damien dans les prochaines années. Comme ça, quand on refait un webinaire dans 2 ans, on pourra vérifier si Damien était toujours sur la même… Voilà. Christine, il y avait quand même ce sujet d'un secteur qui va probablement prendre la même direction de vous et comment on en fait toujours, même si ce n'était pas votre objectif de départ, un nouvel objectif qui est comment on garde notre critère de différenciation pour avoir été les pionniers à adopter la qualité de société à mission et dans un secteur qui va peut-être… et comment on va tester l'intentionnalité des dirigeants que chez vos concurrents dans l'adoption de cette qualité. Donc ça, il y avait quand même ce sujet-là et puis l'international. Et puis, Jérôme, on l'avait moins évoqué, mais il me semble qu'il y avait quand même des défis sur quand on met en œuvre très rapidement un plan de transformation avec dès 2022, 15 de vos objectifs qui sont atteints, maintenant le dividende sociétal, comment continuer à faire vivre? Jérôme, il a devant lui comment continuer à faire vivre quand on s'est mis comme ça des exigences très vite, très tôt. Voilà, et surtout avec une transformation permanente et chaque année des sujets nouveaux, notamment l'année 2023 marquée par le dividende sociétal qu'il faut installer, 2024 le lancement de notre plan stratégique entreprise à mission, et puis pour rejoindre Damien, aussi une volonté d'élargir la société à mission, puisque nous avons des filiales notamment en Europe, donc comment élargir le statut, le label, comment effectivement être plus présent dans l'écosystème à travers la communauté, autant de défis qu'on doit relever là dans les prochains mois et les prochaines années. Super, merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'était court, mais dense et riche et très précieux pour les participants de vous écouter tous les 3 avec vos expériences qui sont vraiment complémentaires. Et Antonio, je crois que c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Super, merci beaucoup de m'inviter. C'était un grand plaisir de participer, de vous entendre, c'est très inspirant. Je vais partager avec vous quelques planches que je peux croquer pendant que vous savez partager avec nous vos expériences.
C'est pour moi un plaisir de participer à des conversations pour aider à cristalliser des idées via des fois le dessin, le storytelling, etc. Et donc, par exemple, je vais voir ici, pourquoi êtes-vous devenu société à mission? Il fallait donner du souffle aux entreprises, donner un bon cadre, se doter d'une boîte outils, ou avoir une boussole claire qui nous aide à aligner tout le monde. Je pourrais partager aussi avec vous ces dessins après, vous pourrez le recevoir. Par exemple, quels sont les effets observés? Dès que nous avons cette mission très claire, c'est plus simple et on gagne de temps à savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Le oui et le non, c'est plus clair. Mais il faut prendre le temps de réfléchir. C'est bien pour aligner sur nos idées, sur les points stratégiques, pour monter la fierté des collaborateurs, mais aussi des conseils aussi à quoi on dit non, ça booste aussi les idées pour forcer l'innovation ou pour, je ne dis pas forcément forcer, mais pour alimenter, pour susciter l'innovation, échanger des idées, trouver d'autres solutions. Pour embarquer les parties prenantes, vous avez beaucoup parlé du comité à mission, de comment profiter de ce groupe ou de ces personnes qui sont là pour vous aider, pour vous challenger, du rôle de think tank, mais aussi de la diversité, de la richesse d'avoir des idées, des gens qui vous épaulent et qui vont peut-être vous poser des questions d'un point de vue externe que peut-être vous ne sauriez pas poser ou pas si facilement. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans les 2 premières années? Il y a des défis, par exemple, comme à l'international, mais vous avez aussi beaucoup parlé de gérer le court terme et le long terme. Je dessinais ici une petite tortue parce que c'est un peu un clin d'œil à la fable, non? Il faut bien arriver, c'est pas forcément une course, et bien savoir choisir les membres des comités à mission. Et il y a d'autres dessins très rapidement, exemple d'indicateurs très concrets, par exemple, comment on va faire la composition des bijoux co-responsables, le pourcentage de production en France, le rôle des entreprises pour se soutenir les uns aux autres pour devenir des sociétés à mission. Et un tout dernier, aussi sur les indicateurs tangibles, par exemple, le pourcentage d'alimentation, comment on va choisir, des choses qu'on peut mesurer qui vont nous aider à communiquer et alimenter aussi ce sentiment de fierté et cette image de progrès. Voilà, très rapidement. Bravo. J'espère que ça Bravo. vous Merci, plaît. bravo Antonio, c'était super. Laure, je Merci ne sais pas beaucoup. si tu veux dire un mot pour conclure. Non, j'espère. Voilà, on voit. C'est toujours court, 1 heure pour faire effectivement un webinaire sur ce sujet qui est quand même un sujet exigeant et long à comprendre. Donc, on ne peut que vous inviter en tout cas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur évidemment cette qualité d'entreprise à mission et sur la communauté des entreprises à mission qui est évidemment une association indispensable pour avancer, pour partager. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on a les coordonnées sur le site internet. Donc, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et merci évidemment, Laurence, nos 3 intervenants et Antonio pour ce témoignage passionnant.